J'ai la chance d'être avec le grand chanteur Michel Fugain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. C'est avec plaisir. J'ai envie qu'on profite de nos quelques minutes ensemble pour permettre peut-être à vos fans de vous connaître un peu plus, mais aussi aux nouvelles générations, parce que je sais que vous êtes venu à Star Academy récemment. Oui. Alors, il y a certainement des jeunes qui vous ont vu et qui ont dit « C'est qui ça, Michel Fugain? » Qui ce mec? Alors, on va repasser un petit peu les grandes lignes de votre carrière jusqu'à aujourd'hui, du haut de vos 70 ans déjà. Oui, il n'y a pas longtemps, oui, absolument. Oui. Comment on se sent à 70 ans? Exactement comme à 69, hein, exactement. Mais non, c'est virtuel, quoi. On a des métiers qui nous permettent de rester comme j'ai l'impression que je suis le même qu'il y a 40 ans, quoi. C'était le même, exactement le même. Mais pourtant, j'ai entendu des rumeurs de retraite, ou disons au niveau de l'enregistrement de CD. Est-ce que c'est vrai? Ah, mais il n'y aura plus de disques de chansons. Je veux plus en faire parce que tout a changé tellement que c'est pas le métier que j'ai choisi. C'est plus le métier que j'ai choisi. Mais il reste de la musique à faire, bien sûr. Il y a tellement de choses à faire en musique. Mais il n'est pas question de retraite. Hein. Non, là, sûrement pas. Tant mieux, merci. D'ailleurs, vous faites encore plein de spectacles. On va en reparler tout à l'heure. Mais pour l'instant, on commence au début. C'est-à-dire, quand vous étiez jeune, je sais que votre père était médecin. Mais est-ce que dans votre famille, il y avait déjà une fibre artistique? Aucune. Aucune. Alors, qu'est-ce qui a donné l'idée à votre grand-mère de vous acheter une guitare un jour? Je n'en sais rien, mais elle a changé mon destin, ça c'est clair. Ça venait pas de vous, là? Non, pas du tout. Elle m'a acheté une guitare. Bon, elle avait bien vu qu'avec des copains, on essayait de faire de la musique sur ce qu'on appelle des poils, c'est-à-dire des vilaines guitares. Et un jour, elle m'a offert une guitare. Je suis resté un petit peu comme ça, scotché. Mais elle a effectivement choisi mon destin, c'est-à-dire... Et pas tout de suite, puisque je suis parti faire du cinéma dans un premier temps. J'étais cinéaste, apprenti cinéaste. Quand vous êtes parti dans la grande ville à Paris. Absolument. Mais comment ça s'est passé, justement, le tournant, là, par hasard, pour devenir d'abord compositeur avant d'être chanteur? C'est grâce à votre ami Michel Sardou, je crois? Absolument. Un soir, Michel a dit à toute la bande de potes qu'on était, il a dit « Je voudrais passer une audition chez Barclay ». Et on a dit, mais tu vas chanter quoi? Et il dit, je sais pas, je reprends un truc, et puis moi je fais des textes. Ah, tu fais des textes? Et d'un seul coup, on s'est dit, mais on va te les faire, tes chansons, voilà. Et là, ça bascule. Et d'un seul coup, je découvre que j'adore ça, que j'aime faire des mélodies, et toute la journée, on grattait des guitares. Mais avez-vous déjà suivi des cours de musique? Ça vient d'où, ça? Mais non seulement je n'ai pas suivi de cours de musique, mais je suis ce qu'on appelle un vrai autodidacte. Mm-hmm. Oui. Mais bon, il n'y a pas besoin de savoir non plus. C'est quand même pas un langage très ésotérique, quoi. Et puis, il y a des gens qui savent la musique et qui ne seront jamais musiciens. Hein. On est bien d'accord. Peut-être que ça aide justement à être moins rationnel et à laisser le cœur chanter. Dites-moi, vous avez composé d'abord pour d'autres, puisque vous n'étiez pas du tout chanteur. Oui. Alors, pour qui, entre autres? Ah ben c'était à l'époque, je travaillais dans une édition et on fournissait Dalida, il y a eu Hugo Frey. Moi, les premières chansons, les toutes premières chansons, c'est Hugues qui m'en a pris 2 d'un coup. Mm-hmm. Ça a changé ma vie aussi. Hein. Hugues, Hervé Villard. Marie Laforêt. Marie Laforêt. C'est d'ailleurs en présentant une chanson pour Marie Laforêt que le directeur artistique de Marie Laforêt m'a dit, si vous voulez, je vous fais chanter. Voilà. Et vous avez dit oui? J'ai dit bof, oui, pourquoi pas. C'était plutôt du pourquoi pas que ouais, non. Et est-ce que vous avez continué à composer pour les autres une fois que votre carrière à vous a été lancée? Ça a été terminé. Je ne travaillais que pour moi, j'avais peur de passer à côté d'un truc, donc je gardais tout. Et je trouve que c'est important de mentionner parce qu'il y a beaucoup de fans québécois qui ne savent pas qu'à part pour votre tout premier album, je crois, et votre dernier, bien sûr, vous avez toujours composé la musique, mais jamais touché aux paroles. Pourquoi? Parce que je travaillais avec Pierre Delanoë, avec Maurice Vidalin, qui étaient des auteurs absolument incroyables, des légendes. Et ils étaient même presque légendaires à l'époque. C'était des types, il fallait se battre pour être... Et moi, je n'avais pas eu à me battre. On était tombés tout de suite amis avec Pierre, amis avec Maurice Vidalin. Et à ça s'est ajouté Claude Lemel, qui est le fils spirituel des deux. Ah oui. Et puis un autre auteur qui s'appelle Brice Homs, qui m'a fait beaucoup de chansons. Tout ça, c'est des amis. Et c'est ce qui fait la différence, je crois, parce que quand on écoute vos chansons, c'est difficile de croire que vous ne les avez pas
écrites. Est-ce que pour vous, toutes les chansons que vous avez interprétées, les paroles reflétaient vraiment vos pensées? C'est-à-dire que les amis en question, ils me connaissaient par cœur. C'est-à-dire, ils savaient qui j'étais, ils savaient ce que je chantais, ils savaient mes centres d'intérêt. Je suis pas un chanteur de chansons d'amour et pourtant on a fait des chansons d'amour. Mais je suis pas un chanteur de chansons d'amour parce que pour moi, une chanson d'amour, ça ne vaut que si on la vit, quoi. Si on la vit avant, si on traduit quelque chose qui est très personnel. Ce qui fait que je suis intéressé par plein de choses, donc il n'y a pas de raison que je ne fasse pas de chansons là-dessus. Mais que les chansons d'amour, c'est des vécus. Mais je pense entre autres à la chanson L'île qui parle de la Corse dont vous êtes littéralement amoureux. Est-ce que vous avez collaboré un peu aux paroles? On dirait vraiment que c'est de vous, là. Eh bien là, j'ai pas collaboré, mais simplement, Brice est venu passer quelque temps en Corse. Il a tellement pris la Corse dans la gueule, il a compris immédiatement. Oh, il faut dire qu'on en parle. Quand on vit en Corse, on fait la Corse tous les jours. Hein. Et il a tellement compris la Corse que un jour, j'avais une mélodie, bien sûr, la mélodie de truc, et il m'a rien dit, et il est revenu avec le texte de Lille. Et à ça, une fois qu'on a fait ça, j'ai demandé à Imouvrini, je ne sais pas, vous connaissez Imouvrini? C'est un groupe de padiers là, c'est un groupe corse qui est très très connu en Europe et qui sont aussi des amis, et donc ils sont venus participer. Et cette chanson, c'est quelque chose de très important pour moi, pour la Corse, pour les Corses qui me connaissent. C'est une espèce de trait d'union. C'est important, ouais. Et c'est là que vous vivez d'ailleurs encore aujourd'hui. Hein? Je vis là-bas, je vis à l'année en Corse, ce qui m'a permis de fuir Paris. C'était important parce que j'ai vécu 40 et quelques années et que Paris est devenu une ville non seulement difficile à vivre, mais un peu imbécile, c'est-à-dire que tout y est. On tape 3 embouteillages par jour, c'est une ville dans laquelle on perd un temps infini. Et en Corse, j'ai pas un feu rouge, il n'y a pas de stress. Donc vraisemblablement, ça contribue à faire que mes 70 ballets ne sont pas des vrais 70 ballets. Ah.